WeThink, c'est une entreprise qui va chercher des données de qualité clinique dans la vie quotidienne des personnes et qui va permettre de les mettre à disposition de ces personnes et, si elles le souhaitent, de leurs aidants, médecins, hôpitaux, etc. On le fait à travers des pèse-personnes, des montres comme celle que j'ai au poignet, des tensiomètres, des capteurs qui se mettent sous le lit, tous des instruments qui rentrent facilement dans notre vie quotidienne et qui permettent d'aller chercher de la mesure en très grande quantité, puisque c'est des mesures qui vont venir quotidiennement pendant des années et des années et qui, à travers cette durée, permettent de voir des tendances au niveau de notre santé et du coup de fournir du matériel pour que les médecins puissent nous accompagner et pas uniquement nous réparer. Aujourd'hui, les médecins sont dans un mode de réparation. On pense que demain, ils vont aller vers un mode d'accompagnement, c'est-à-dire nous accompagner en termes de prévention avant qu'on soit malade et nous accompagner aussi quand on sera malade pour nous aider à aller mieux. WeThink, on se situe à l'intersection de trois mondes qui sont à des plans différents. Un monde qui est le monde du consumer, puisqu'on va dans la vie quotidienne des gens, il faut que nos produits soient utilisés longtemps et à ce titre, on est très fiers d'avoir encore 50% de nos clients de pèse-personnes d'il y a 10 ans qui les continuent d'utiliser. Dans le monde de l'électronique, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui peuvent en dire autant. Le monde du digital, puisque en fait, on tire parti de cette révolution de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de créer des algorithmes pour détecter des maladies. Et puis ce monde de la santé, parce que finalement, ce sont les professionnels de la santé qui vont, avec nos données, travailler pour accompagner les patients. Et donc, c'est un champ complètement nouveau et assez passionnant. Par exemple, la montre que j'ai au poignet permet de mesurer un électrocardiogramme. Et ce matin, pas plus tard que ce matin, on a reçu un témoignage d'un de nos utilisateurs. C'est une montre qu'on a lancée la semaine dernière et qui dit je me suis aperçu que je faisais de la fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire, c'est des palpitations en fait, du cœur qui peuvent conduire à des AVC. Et donc j'ai cru que la montre ne marchait pas bien. Je l'ai donnée à ma fille pour vérifier est-ce qu'elle en avait, elle n'en avait pas. Je me suis aperçu qu'elle n'en avait pas. Et donc je me suis dit, effectivement, je dois effectivement faire de la fibrillation auriculaire. Je suis allé à l'hôpital, ils ont confirmé que j'en avais et je suis sous traitement et on m'avait probablement sauvé la vie. Et des témoignages comme celui-là, depuis qu'on fait ce type de produit, on en a assez régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, même les médecins ne croyaient pas beaucoup à l'utilité de ces instruments. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nous écrivent en disant je ne vous connaissais pas, mais vous avez sauvé la vie d'un de mes patients et ça, c'est super utile. Alors on le fait, là je vous ai cité l'exemple avec une montre qui mesure un électrocardiogramme, mais ça peut être avec un pèse-personne qui mesure la rigidité de nos artères, ça peut être avec le capteur qu'on met sous le lit qui va mesurer l'apnée. Vous savez que 5% de la population des pays de l'Ouest, donc en France, souffre d'apnée. Et l'apnée, c'est terrible parce que non seulement on ne dort pas mal, donc on est sujet à des somnolences, mais en plus on fatigue le corps et donc on vieillit en fait l'ensemble du corps. Et il n'y a que 20% de ces 5% qui sont détectés. Et donc ça veut dire qu'il y a 80% de toute cette population qui ne le sait pas, qui souffre sans savoir exactement pourquoi. Et donc nous, on permet avec simplement un capteur qui est sous le lit de mesurer l'évolution de cette apnée et de dire là aujourd'hui vous êtes apnéique, il faut vous soigner ou ça va encore. On peut dire qu'il y a des très grosses sociétés comme Apple, Google, etc. qui s'intéressent à la santé et qui déclarent que la santé est leur priorité. Et donc on peut se dire mais que fait-on là ? En fait, je crois que c'est un champ tellement énorme, il y a tellement à faire que finalement, on est partenaire aujourd'hui pour conquérir ce champ. Nous, très concrètement, on travaille depuis 8 ans avec Apple qui vend nos produits dans ses Apple Store et c'est un partenariat qui se passe bien. Donc, je crois qu'il faut considérer qu'il y a des choses nouvelles à créer et que les choses sont entre nos mains. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de s'assurer que nos compatriotes sont prêts à ce changement. Parce que qu'est-ce qui va se passer, comme ça s'est passé dans beaucoup d'autres domaines déjà depuis pas mal d'années, c'est que si on est résistant, parce qu'on a des craintes, etc., l'évolution va se faire ailleurs. Elle va se faire aux États-Unis ou en Chine. Et après, une fois que ces technologies sont matures, elles vont arriver massivement ici. Et donc une fois encore, ce sera des sociétés externes qui auront gagné le marché. J'aime bien prendre un exemple qu'on a tous vécu d'il y a 20 ans, qui est la carte bleue sur Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 ou 20 ans, toutes les banques françaises nous disaient « ne faites jamais d'achat carte bleue sur Internet ». Et aujourd'hui, 15 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que tout le monde fait des achats carte bleue sur Internet, que les banques françaises sont complètement out de ce sujet parce qu'il y a des sociétés tierces comme PayPal qui sont devenues des expertes pour gérer le risque associé à l'opportunité.
Et donc effectivement, toute nouvelle technologie est un risque, mais elle est d'abord une opportunité. Si on accepte de prendre cette opportunité à bras-le-corps, on peut gérer le risque. Si on regarde que le risque, on ne saisira jamais l'opportunité. D'abord, il y a un encadrement très fort. Ensuite, il faut que chacun prenne conscience de ce qu'il fait avec ses données. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent leurs données personnelles avec des photos qui comprennent une quantité inimaginable d'informations qui sont beaucoup plus privacy, si je peux utiliser ce terme, que des données de santé. Si vous demandez à une personne « est-ce que tu veux que ton médecin puisse t'aider avec tes données de santé ?», je ne connais pas beaucoup de gens qui disent non. Donc il faut faire attention à ce fantasme parce que quelque part, on l'amplifie juste en parlant. En fait, dans la vie concrète des gens, quand il s'agit de leur santé, eh bien, ils ont envie que leurs données de santé, elles puissent servir. Elles puissent servir à eux-mêmes à travers leur médecin, elles puissent servir à d'autres pour faire évoluer la médecine. On a des data centers qui sont maintenant HDS, hébergeurs de données de santé, pour assurer qu'on respecte la totalité de la confidentialité et l'anonymisation des données. Tout ça, bien sûr, il faut le faire, c'est nécessaire, mais regardons l'opportunité aussi. Pour nous, les grandes prochaines étapes, c'est de dire que, encore une fois, je crois que je le disais au démarrage, on va passer d'une médecine de réparation à une médecine d'accompagnement. Et donc, c'est comment on arrive à travailler avec le corps médical pour que chaque patient soit accompagné en fonction du stade où il en est. Vous dire qu'on est malade ou qu'on est en bonne santé, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'aller vers un davantage qui fait que demain, on sera en meilleure santé qu'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et donc, comment à la fois cette chaîne qui va de la mesure jusqu'à l'accompagnement se met en place pour que finalement, demain, nous soyons mieux accompagnés et pas uniquement dans une espèce de médecine d'urgence. Et on voit que dans des pandémies comme ce qu'on vient de vivre, c'est encore plus fort parce qu'il y a des situations particulières où en fait il faut que ça se passe à la maison. Voilà, donc il y a beaucoup à construire. Nous, on est un maillon de cette construction, on est le maillon de la mesure de qualité clinique dans la vie quotidienne, mais il y a le maillon de l'accompagnement qui va bien sûr impliquer la santé et impliquer le patient. Donc il faut que le patient soit proactif, il faut que le monde de la santé soit proactif. J'ai comme beaucoup eu peur du transhumanisme il y a quelques années, en me disant ces gens sont fous, ils sont complètement malades. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont complètement à côté de leur pompe, c'est-à-dire que ils ont oublié que nous ne sommes pas qu'une technologie ou qu'un réseau de neurones. On est un corps et un esprit. Et ce côté corps, il est beaucoup plus important dans son interaction qu'il a avec l'esprit que ne peuvent l'imaginer ces quelques fous de la Silicon Valley. Et donc moi, je pense que c'est une chance pour l'Europe qui a une histoire des sciences humaines absolument forte, à condition que ces spécialistes des sciences humaines reviennent dans le monde de la technologie. J'ai pas mal hurlé contre un certain nombre de nos philosophes il y a quelques années qui en fait désertaient. Ils considéraient que toute la technologie c'était un truc à part. Et finalement, cette scission qu'on a créée entre les sciences humaines et les sciences dures, il faut qu'on revienne comme avant, c'est-à-dire qu'on ait à nouveau plaisir à travailler ensemble. Et je vois que c'est ce qui est en train de se passer. Et si vous voulez, nous on le sent très très fort quand on s'adresse par exemple au monde du consumer avec une montre qui est portée au poignet. L'esthétique a une importance, le plaisir que vous avez à la porter a une importance. Et c'est important dans la façon dont vous allez vous soigner. On peut dire le soin, on s'en fout de l'esthétique, on s'en fout de la façon dont le soin est perçu, ce qui est important c'est que ça soigne. Oui, c'est peut-être le premier point important, mais si on veut que ce soin il soit suivi et que la personne ait plaisir et qu'elle vive heureuse avec ça, il faut qu'on prenne en compte tout le côté de la personne et donc l'esthétique, l'art, toutes les sciences humaines que l'on a développées dans ce continent, elles font partie de ça. Et donc moi aujourd'hui, pour moi, le problème n'est pas le transhumanisme, le problème est comment nous nous positionnons avec toute l'histoire des sciences humaines que nous avons et comment nous travaillons ensemble pour inventer la façon dont nous serons accompagnés en tant qu'hommes. Nous ne sommes pas une machine, nous sommes une personne. Et ça, c'est beaucoup plus important.